Merci à Insa. Merci Insa et à Selim d'être venus aujourd'hui pour aussi présenter. Et si quelqu'un d'entre vous souhaite présenter pendant les prochaines releases, on sera plus que content de vous laisser la main pour les présentations. Moi, c'est le truc qui m'a vraiment fait plaisir pour cette session, c'est d'avoir enfin la communauté Mulsoft qui se joint aussi à nous, puisque on a maintenant Mulsoft, on a aussi Slack. Bon, on n'a pas encore communauté Slack en France, donc je pense que vous pouvez au moins les accueillir chaleureusement. Et puis, j'en profite aussi pour les laisser se présenter, puisqu'ils ont aussi une communauté active à partager. Bonsoir à tous, on est vraiment ravis avec Alain d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter. Alors déjà, c'est pas, ça serait, c'est la première fois, mais ça serait pas la dernière. On est leader du groupe Mulsoft Meetup à Paris. C'est le seul groupe en France, donc on essaie de faire des meetups à Paris, mais pas que. On est Brie, donc on va se présenter rapidement avec Alain et on va après vous présenter ce qu'on fait en meetup Mulsoft. Je te laisse la main, Alain, pour te présenter. Bonsoir à tous, c'est Alain Goussoub. Je suis MuleSoft architecte, groupe leader des MuleSoft Meetup à Paris. Je suis certifié architecte plateforme et intégration. Je suis aussi Delivery Champion. Et voilà, j'espère qu'on fera de belles choses ensemble. De mon côté, Oumama, je travaille aussi chez Deloitte, collègue d'Alain, et je suis plutôt occupée que sur la partie Mulsoft, Mulsoft Architecte et Mulsoft Mentor. Et cette année, on fait partie du groupe Mulsoft Leader. Je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Donc, Mulsoft Meetup Leader, c'est un peu comme une Trailblazer Community, pas partie Mulsoft, mais on est très ravis de faire partie de la Trailblazer Community et merci beaucoup pour l'invitation. C'est une communauté engagée à partager tout ce qui est autour de Mulsoft, mais pas que, parce qu'on a aussi des passionnés d'API et qui nous rejoignent aussi pour faire des présentations. On a aussi beaucoup de monde qui sont présents et qui sont speakers aussi des événements Salesforce. Et on est aussi un peu sérieux, mais aussi du fun. On est en mode hybride, un peu comme tous les Trailblazer Community. On a des meetups en présentiel, à distance. Et vous êtes vraiment les bienvenus. On a des sujets autour de Salesforce. Et d'ailleurs, un des meetups, je pense qu'on peut passer à la slide d'après un peu une vision sur les meetups qu'on a pu organiser. Mais par contre, on va vous envoyer les invitations. Il y a le lien pour se joindre à nous. Le prochain meetup aura lieu en février et qui fera un témoignage de la part d'un client pour une intégration Mulsoft Salesforce. Et puis, celui d'après sera focus sur les nouveautés Mulsoft qui aura lieu juste après le World Tour Paris, le World Tour, pardon, Salesforce World Tour de Paris pour vous amener toutes les nouveautés qui ont été communiquées au Salesforce World Tour. Je peux que vous dire, on est vraiment ravis de vous voir, de vous joindre à nous et on sera aussi présent dans d'autres meet-up Trailblazer Community. Et merci beaucoup. Merci à l'équipe Mulsoft. Du coup, on va officiellement démarrer la release. Alors, vous allez voir le sommaire, il y a de la matière. On est plusieurs speakers aujourd'hui. C'est ce qui fait la force de ce genre de réunion. C'est qu'on a des experts sales, des experts services, des experts mobiles. Et du coup, on va essayer de couvrir le maximum d'éléments. On a la nouveauté cette fois-ci, c'est qu'on a Insa qui va nous présenter la partie B2B et B2C commerce qu'on n'a pas l'habitude de couvrir dans les releases. Et du coup, si on parle date release, je pense que tout le monde a vu ce slide et ces dates-là. On est un peu en amont. Les releases, on est plein dans les release week-ends. Donc, les sandbox ont dû migrer les week-ends d'avant. Et les prods sont prévus entre le 6 et le 8 février. Donc, préparez-vous. C'est l'occasion de voir ce qui pourrait vous impacter. La migration, c'est imminente. Les release updates, donc c'est ce qu'on dit à chaque release. Pensez à regarder les release updates dans vos orgs et dans les orgs de vos clients pour être sûr qu'il n'y a pas d'impact sur vos orgs. Donc ça, on vous dira à chaque fois qu'on présente les release notes. Donc pensez à checker ce que vous avez dans les release updates de vos orgs Salesforce.
Et pour finir, même si on va essayer de couvrir le maximum de fonctionnalités aujourd'hui, mais pas que, la release note, c'est des centaines de pages. Donc, si vous voulez... OK. Donc, si vous voulez voir plus, donc on vous a mis tous les liens nécessaires. Donc, la release note dans le blog des admins, la release in the box, c'est notre bible de toutes les nouveautés dans les box, dans les releases. N'oubliez pas la maintenance de vos certifs. Si vous voulez savoir les dates de vos prochaines migrations, bah, le Salesforce Trust. Et il y a tout un, sur le site Salesforce, vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos démos de toutes les fonctionnalités des releases. Et du coup, donc c'est dont je vous ai parlé. Donc, on va commencer par nos invités de Mulsoft, pour la simple raison qu'on ne veut pas qu'ils soient les derniers et à la traîne pour un premier événement. Donc, on va donner la main à Alain pour la partie Loyalty Management. Doria va vous faire la sécurité. Jean-Michel pour la partie mobile. On aura donc nos copains de Nantes qui vont nous faire des démos sur le flow. Bah, notre équipe de choc qui fait les devs avec notre invité guest Selim. Alex, donc le Community Group Leader Pardot, va nous présenter la partie Marketing Cloud Pardot. Insa sur la partie B2B, B2C. Et on va finir avec Julien et Hugo sur la partie Sales Cloud et Service Cloud. Donc, il y aura de la matière. Voilà, soyez patients, c'est pour vous. Et du coup, Alain. Euh, Mot-clé, next, je change de slide. Euh, alors, avant de commencer, pour rappel, le Loyalty Management a été conçu pour que les entreprises de différents secteurs, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, des commerces ou autres, puissent améliorer l'engagement de leurs clients. Alors, il va notamment leur permettre de créer des programmes de fidélité, que ce soit des clients B2C ou B2B, et c'est vraiment modifiable, personnalisable selon les différents use cases. Alors, euh, donc, si on commence ici avec ce tableau de bord, donc dans votre page d'accueil, vous aurez un tableau de bord qui va donner euh, l'importance de ces promotions, de ces programmes de fidélité sur votre revenu. Next. Euh, oui. Si on veut rentrer plus dans les détails, alors il va vous permettre de donner l'effet que ces promotions ont sur votre revenu. Et c'est chaque promotion que vous pourrez voir. C'est pas toutes les promotions ensemble. C'est vraiment chaque promotion, voir laquelle est bonne, laquelle vous pouvez la garder, laquelle est enlevée ou améliorée. Next. Alors, en plus de ça, il y a ce qu'on appelle la loyalty gamification. Donc, vous pouvez dorénavant créer des jeux pour vos utilisateurs pour leur donner des récompenses. Là, par exemple, il y a le jeu Spin the Wheel et Scratch and Win. Donc, ça va donner des récompenses à vos utilisateurs. Donc, bien sûr, améliorer l'engagement et la fidélité. Prochaine slide. Et aussi, il est possible aux utilisateurs de scanner les reçus qu'ils ont. Donc, s'ils scannent les reçus et ils le téléchargent sur le système, bon, ils auront soit des points de fidélité, soit des récompenses, ça dépend. Et pour ça, il suffira d'utiliser ce qu'on appelle le Amazon Text Track Analyze Expense Tool. C'est avec ça que l'application va comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a sur le reçu. Next. En plus de ça, donc, vous pouvez dorénavant directement intégrer Salesforce au système POS, les points of sale, pour récupérer différentes données de vos clients, que ce soit son profil, s'il inclut dans un programme de fidélité, quels sont ses points dans ce programme. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Mais ça, c'est surtout possible vu qu'il se peut qu'on ait beaucoup de données avec un connecteur MuleSoft qui est dans le slide suivant. Voilà, qui a été développé, c'est Loyalty Management POS API euh, powered by MuleSoft. Donc, c'est un connecteur vraiment modifiable. Vous pouvez changer tous les paramètres. Vraiment, et il va vous permettre de faire des transferts d'énormes quantités de données. Et donc, puisque c'est déjà développé, donc, bien sûr, vous allez gagner en temps et voilà. Merci. Est-ce que c'est payant? Ben oui. Ça va dépendre, il faut négocier avec Microsoft.
Ça dépend en fait quelle licence tu as. Et voilà. Parce que si c'est une licence Titanium, c'est gratuit. Mais si c'est une licence inférieure, il faut payer. Mais j'ai pas les prix, il faut discuter avec eux. Merci alors. Vas-y. Bah, si, alors, non, il y avait sur un. Tiens, Bon, à croire que la sécurité, ça passe pas, hein. Ok, alors est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les event log files? Je demande parce que comme c'est que sur des gros projets. Non, ok, bah, comme ça c'est clair. Donc sur les gros projets, Salesforce vend le monitoring et avec le monitoring viennent les event log files. En gros, c'est des logs de très bas niveau qui couvrent tout un tas de choses, la sécurité, les connected apps, les users, plein de choses et qui permettent d'augmenter les capacités au niveau du monitoring. Maintenant, jusqu'à présent, pour récupérer ces fichiers, oui, alors sur les tout petites orgs, c'est des fichiers qui peuvent faire 50 mégas. Sur des grosses orgs, vous pouvez avoir des fichiers allant jusqu'à 10 gigas par jour, hein. On parle par exemple de imaginez Google Analytics, la même chose, mais pour Salesforce. Donc, jusqu'à présent, il fallait passer sur une application faite sur Heroku pour aller récupérer les fichiers et c'était casse-pied parce qu'il fallait se connecter dessus et ce n'était pas sur l'org. Enfin, maintenant, pour ceux qui ont les event log files activés, ils vont pouvoir avoir la possibilité de les récupérer directement dans l'org. Moi, ça me va. Ça, c'était la première chose. Ensuite, ensuite, on a aussi tout un tas d'autres événements qui sont arrivés, notamment pour la partie. Tu peux passer le slide, je veux juste vérifier si j'avais mis. Oui, peut-être que je vais passer directement sur celui-là. Ouais. Non, pas changé? Ok. Donc, toujours dans le cadre de ceux qui ont les event log files, une des capacités qui a été rajoutée, c'est de pouvoir traquer de manière plus précise ce qui se passe dans le composant. Donc, imaginez, vous avez un composant LWC, vous avez un bouton dessus, et il y a toujours un moment où le business va poser la question de, oui, mais moi, je veux savoir combien il y a d'utilisateurs qui cliquent vraiment dessus. Ou aussi dans vos décisions pour savoir si c'est vraiment un composant qui est utilisé ou en fait, on l'a développé pour rien. Euh, cette nouvelle API permet de mettre en place au niveau des événements directement un message. Vous pouvez le personnaliser avec toutes les infos que vous voulez et ensuite de permettre de le pousser vers les event log files. Donc, vous avez tout un tas, enfin, toute la structure de l'event log qui est déjà pré-remplie avec les informations de base. Et en plus, au niveau du message, bah, vous avez la possibilité de passer les informations que vous voulez, ce qui va vous permettre de monitorer beaucoup plus en détail tout ce qui se passe sur vos LWC. Un autre point aussi, c'est sur les guest users. Alors, je vous avoue que c'est un peu blurry, hein, la documentation, mais je vais vous expliquer en tout cas ce que moi j'en ai compris, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Au niveau des guest users, ce qui va se passer, c'est que Salesforce va regarder le comportement normal d'un guest user, puisque vous avez un profil, donc vous avez une communauté, c'est activé, vous avez le profil, donc vous avez un guest user. Il va regarder ce que normalement pourrait accéder le guest user et il va comparer entre les différents guest users. Si vous en avez un, par exemple, où par exemple, vous avez un accès sur un objet qui ne devrait pas, parce qu'il y a eu des permission sets qui ont été mises, parce qu'il y a un mauvais profil qui a été set up, eh bien, vous allez avoir des alertes qui vont remonter vous disant, attention, quand je compare tous les guest users au niveau de vos communautés, eh bien, pour ce profil-là, il y a potentiellement une brèche de sécurité parce que ça n'est pas aligné avec ce que vous mettez en place normalement dans l'org. Ce qui est aussi pas mal parce que c'est compliqué de faire du profil à profil, surtout que les guest users ne sont même pas enfin, dans la liste des profils de manière standard, on va dire. Et je pense que c'était tout. Ah non.
Ah oui, et ça aussi. Maintenant, toujours dans le monitoring, vous savez peut-être que vous pouvez assigner à la volée des permissions. Donc, vous avez un flow qui va permettre d'assigner une permission set qui va être là uniquement sur le temps de la session. Eh ben, ce qui a été rajouté, c'est de pouvoir différencier un accès qui a été donné de manière permanente parce qu'une permission set a été rajoutée à un utilisateur, ou alors c'était un accès temporaire qui a été fait juste le temps de la session. C'est nécessaire de distinguer les deux parce que forcément, quand on investigue et que c'est une permission qui a été mise uniquement le temps de la session, ben, une fois que la session est finie, en fait, on le voit voilà, on ne le voit plus jamais et donc on ne pourra jamais identifier des brèches de sécurité à ce niveau-là. Ah, et en plus, c'est moi. Alors, je vais vous parler d'une fonctionnalité que j'ai hésité à vous la partager, mais je vais le faire quand même. Je vais parler de Einstein Search et je pense que ça vaut le coup de faire une petite démo, toute petite, si je trouve mon orgue. Elle est où mon orgue? Hop. Je suppose que vous connaissez de quoi je parle, Einstein Search. Ça a été activé, ça fait maintenant 1 an et demi, je crois. OK. Donc, il n'y a rien de sorcier. Einstein Search, Salesforce nous a vendu à une certaine époque le fait qu'on pourrait utiliser le langage naturel. Ici, je pourrais directement taper mes opportunités gagnées, et le système, puisqu'il utilise l'IA, est capable, si je mets myopie, il est capable d'interpréter et me sortir mes opportunités. Sauf que la nouveauté dans la Spring, c'est que maintenant, si je vais dans le setup et je vais taper Einstein Search, il est où? Il est là. Donc, j'ai le Search Manager auquel je pourrais avoir cette vision de se dire objet par objet. Donc, si je fais Show, je vois objet par objet, quels sont les champs que je peux chercher, indexer. Donc, tout ça, c'est ancien, on n'en parle pas. La nouveauté cette fois-ci, c'est que ici, il y a une sorte de rule. Alors, je vais supprimer ce que j'ai fait dans mon test, vite fait. Et là, cette fois-ci, c'est en bêta. Donc, je vais pouvoir poser des règles. C'est quoi mes règles? Donc, je vais faire un test et je vais dire pour un profil donné, donc je vais utiliser mon système admin parce que je suis connectée avec un système d'admin. Et là, j'ai accès objet par objet et je peux, par exemple, dire ici, bah, sur le compte par défaut, le account site, il est searchable, donc je peux l'enlever ou le rajouter. Donc, je peux customiser la recherche en style short, profil par profil. Donc, tout ça, c'est bon. Et la nouveauté, c'est ça. Et c'est ce qui me pose, moi, personnellement, problème, parce que c'est écrit dans la documentation que je peux orienter la recherche, c'est-à-dire que je peux dire que, par exemple, si je prends l'exemple d'un admin, quand il fait la recherche sur les comptes, il va voir que les comptes avec un certain type. Et ça marche très bien. Donc, je vais dire type égale customer direct, je save. Donc, pardon. Et là, normalement, en tant qu'admin, si je reviens sur mon setup et je fais une recherche sur un compte, je crois qu'il s'appelle Jenny Point, un truc comme ça, qui n'est pas Customer Direct. Si je vais dans les comptes, bah c'est zéro. Il ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que moi, mon profil a été customisé de façon que je ne vois pas les comptes de type Customer Direct. Sauf que je vois les opportunités. Et si je clique là, je vais le voir. À quoi ça sert? Et du coup, pareil, je fais sur les comptes et je fais, il est là, je peux le voir. Donc, personnellement, je n'ai pas trouvé du use case ni d'utilité à cette fonctionnalité. Donc, je fais Fabrice, je prends la casquette de Fabrice aujourd'hui.
Mais si quelqu'un trouve un use case de cette fonctionnalité de Einstein Search, je suis personnellement preneuse parce que j'ai cherché partout et je trouve vraiment pas d'utilité à cette fonctionnalité. Parce que je pense que si la sécurité ne suit pas derrière, on n'a rien fait. Parce que tu peux filtrer ce que tu veux sur les profils. Si derrière, l'utilisateur il a le droit de voir tous les types de comptes, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Donc, si tu as des idées, donne-moi. Accès. Bah, mais généralement, c'est pas dans les recherches qu'on gère ces trucs. Généralement, c'est. Oui, mais est-ce que ça justifie cette fonctionnalité de roles dans les Einstein Source? Donc, pour moi, il y a une incohérence et le use case n'est pas justifié, mais bon. Non, 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 non. Donc, je vous présente la fonctionnalité comme je l'ai vue quand je l'ai testée. J'espère que vous trouverez vos use cases. Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème de filtrer d'un côté et ne pas avoir la sécurité qui suit derrière. Mais évidemment, on est ouverte à toute autre possibilité. Et c'est la fonctionnalité que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et du coup, je redonne. Hop. Et je donne la main à Jean-Michel. Donc, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités que j'ai trouvées inutiles sur le mobile. Non, non, au contraire. Je trouve que voilà, il y a pas mal d'avancements sur le mobile. Il y a beaucoup de choses qui avaient été énoncées. Tu peux avancer. Il y a beaucoup de choses qui avaient été annoncées. On m'a posé pas mal de questions. Puis moi, chez Anpix, on travaille pas mal sur tout ce qui est offline. Donc, on est assez sensible à ça. Salesforce Mobile App et Mobile App Plus. Donc, ne cherchez pas sur l'App Store. Il n'y a pas une nouvelle mobile app, hein. Par contre, il y a bien une nouvelle licence que les commerciaux de Salesforce vont pouvoir vous vendre en Payante. utilisant la même app. Voilà. Donc, qui est une manière de pouvoir fonctionner vraiment en offline, avec une vraie expérience offline, avec des choses qui sont synchronisées. Donc, ils ont repris le moteur qu'il y avait sur Field Service de synchronisation. Et maintenant, à l'intérieur de Salesforce Mobile, il y a un briefcase. Donc, vous pouvez définir quels sont les objets que chaque utilisateur va pouvoir voir en offline. Et il y a une vraie expérience offline qui est aussi super intéressante. Et nous, on le voit beaucoup pour les gens qui ont des mauvaises connexions, hein. C'est pas justement offline, c'est j'ai pas de connexion du tout. C'est aussi les gens qui sont dans des endroits où bah, ça n'arrête pas de tomber, de remonter, tomber, remonter. Ça devient inutilisable. Là, ils sont sur un truc où ça marche tout le temps et on ne se pose pas de questions. Si tu peux avancer. Donc, la grosse partie là-dessus, c'est que maintenant, ça devient en plus très personnalisable. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au travers de Lightning Components qui sont offline et qui permettent d'aller intégrer des fonctionnalités. Alors, vous ne pouvez pas les mettre partout, ce n'est pas aussi personnalisable que ce que vous avez en online, mais il y a quand même une possibilité de personnalisation qu'il n'y avait pas avant. La seule problématique, c'est qu'il faut absolument que vous fassiez du codage en GraphQL avec certaines limitations d'API. Les développeurs vous en parleront mieux que moi, mais ça permet au moins de pouvoir aller interroger les objets qui sont bien présents dans la base de données et qui ont été synchronisés en offline et d'offrir une expérience customisée à des utilisateurs. Alors, tant qu'on y est, on va continuer dans la customisation. Si tu peux passer de slide. C'est les Dynamic Forms qui sont enfin sur mobile. Parce que s'il y a bien un endroit pour moi où les Dynamic Forms pouvaient être utiles, c'est bien sur le mobile. Alors, je rappelle, hein, les Dynamic Forms, vous avez la possibilité directement sur votre page record de choisir les champs qui vont apparaître, l'ordre, d'avoir des sections qui sont personnalisées, plutôt que d'avoir un truc de détail dans lequel ça fait 3 pages parce qu'il y a 200 champs. Bah là, vous allez pouvoir mettre dans des tabs différents des champs différents. Donc ça existait déjà sur le desktop, ça a été un petit peu généralisé sur tous les objets custom et standards. Et maintenant, enfin, on a une expérience spécifique pour le mobile. Ce n'est pas juste disponible sur le mobile, c'est aussi spécifique sur le mobile. Donc vous avez des règles de visibilité qui vous permettent de faire apparaître une certaine expérience qu'aux utilisateurs mobiles. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant quand on est sur le mobile de ne pas avoir accès aux 3 champs clés dont on a vraiment besoin par rapport à une expérience, qu'on est obligé de tout se taper, de scroller, et c'est imbitable dès qu'on veut essayer d'éditer les choses.
Mais il n'y a rien de plus chiant aussi quand on est sur le desktop de voir une expérience mobile où il y a trois pauvres champs qui se battent en duel, alors que mon besoin, c'est d'avoir 10 champs. Donc là, vous pourrez vraiment avoir deux expériences différentes que vous pouvez faire et qui se gèrent directement au niveau du page record. Franchement, c'est super, super simple à configurer. C'est juste du drag and drop et des règles de visibilité. Et cerise sur le gâteau, ils ont été un cran plus loin puisque les Dynamic Action, si tu vas sur le prochain slide, les Dynamic Action sont aussi disponibles sur le mobile. Et de la même manière, l'ensemble des actions qui peuvent être personnalisées grâce au Dynamic Action, maintenant vous avez aussi une expérience qui est propre au mobile. Donc vous allez pouvoir, par exemple, hein, je donne juste un exemple, avoir un bouton qui vous permet d'aller éditer des champs avec des valeurs qui sont préconfigurées. Donc les utilisateurs peuvent avoir, quand ils rentrent dans un magasin, la possibilité de cliquer sur trois boutons, rapporter un problème, rapporter et que ça crée derrière, enfin, que ça remplisse des champs qui sont déjà existants ou que ça appelle un flow, etc., etc. Donc ces éléments-là, maintenant vous les avez personnalisables au niveau du mobile et donc les gens sur le desktop aussi ne vont pas avoir cet enrichissement-là. Et par contre, inversement, vous allez pouvoir enlever des éléments du desktop que vous ne pouvez pas avoir de manière à ce que la partie sur le mobile soit assez propre. Voilà en gros sur les grosses éléments sur le mobile et je vais passer la main à distance Johan. pour la partie Salesforce Flow à Johan. Oui. Voilà, merci. Ouais, je vais peut-être partager mon écran directement, si ça vous va. C'est bon pour toi, Johan? Ouais, ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Est-ce que tu as la main pour partager? Tu veux que Ouais, je passe les slides ou tu passes... non, je vais prendre la main, si ça te Ok. va. Hop. Je vais partager cet écran-là. C'est bon. On voit ton écran. Et bon. Donc, on va passer sur quelques nouveautés sur les flows. Je ne les ai pas toutes prises, mais juste en présenter les principales, hein. Il y a la notion d'éléments, de composants réactifs qui ont été introduits déjà depuis une ou deux versions. Et donc là a été ajouté en fait deux composants, notamment les long textes et les text templates ou les modèles de texte, donc qui vont pouvoir réagir en fonction de ce qu'il y a déjà sur l'écran. Donc je vais faire une petite démo à la fin, donc on verra un peu plus précisément comment ça fonctionne. Donc là, il y a la page sur les longs textes, mais il y a la même chose avec les modèles de texte. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir les faire réagir avec ce qui se passe dans l'écran sur lequel vous êtes, donc sur les ScreenFlow. Euh, un peu plus loin aussi, il y avait une problématique sur les data tables. Quand vous aviez beaucoup d'éléments dans les data tables, donc le composant standard, vous faisiez une recherche et vous alliez sélectionner un élément. On avait des difficultés parce que ça effaçait du coup les éléments qui étaient déjà sélectionnés lors de la recherche. Donc ça a été amélioré, on va dire, selon Salesforce. Donc je ferai un petit zoom là-dessus. Et donc ça conserve maintenant les sélections sur la recherche d'enregistrement. Autre point, donc quelques validations. Donc tous les composants, notamment les composants qui étaient un petit peu plus complexes comme les noms, les adresses, les data tables, des choses comme ça, ou même les emails, n'avaient pas forcément tous de formule de validation. Donc maintenant, on peut en ajouter sur ces différents éléments-là. Encore un élément qui est important, c'est sur les redirections. Je vais assez vite. Donc si vous aviez créé des appels de flux via des URL, on pouvait introduire dans ces URL des URL de retour donc, qui étaient appelés en fin de flux. Donc, ce qu'a fait Salesforce, c'est qu'ils vont appliquer une vérification un peu plus stricte lorsqu'on va être redirigé à la fin des flux. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va être forcé enfin, c'est ce qui est indiqué ici l'année prochaine. Donc, je vous invite, si vous avez créé des flux qui sont appelés via des boutons custom, par exemple, donc plutôt sur des anciennes méthodes, on va dire, d'appel de flux, si vous aviez encore ça ou des flux qui sont par des URL, vérifiez bien les éléments de redirection et qui correspondent bien à ça. Donc ça, je ne vous montrerai pas, par contre. Le dernier élément avant la démo, ce qui était un petit peu intéressant en fait dans les annonces, qui est en bêta, c'est la notion de repeater. Donc tous ceux qui ont fait un peu des flux d'écran, vous avez certainement eu
des BA, enfin, pour les BA ou des clients qui vous ont demandé comment on fait le petit plus quand on veut ajouter plusieurs fois la même chose dans un écran. Donc après, on faisait des petits accommodements pour passer par ailleurs, pour ajouter plusieurs fois et montrer. Donc là, Salesforce a introduit ce repeater qui est un ensemble en fait de champs qu'on va pouvoir agréger dans un composant et on va pouvoir donc dupliquer dans l'écran cette sélection. Ça va donner lieu, en fait, ça va créer une sorte de collection d'objets. Derrière, on va pouvoir, dans le flux, la parcourir avec une boucle et traiter comme on veut ces éléments-là. Donc, soit l'ajouter dans une collection qu'on va insérer, soit, comme il dit ici, faire des appels, des traitements différents. Donc, pour l'instant, tout n'est pas, on ne peut pas mettre tous les types de champs, enfin tous les types de composants dans ce repeater. Il n'y a que, on va dire, les champs de type, on va dire, standard, comme des chaînes de texte, des numéros, des choses comme ça. Donc, ça, je vais vous montrer. Et ce qu'on ne peut pas faire non plus, c'est qu'on ne peut pas mettre des repeaters par exemple, dans les sections. Donc, pour l'instant, c'est vraiment en bêta. Voilà. Donc, c'est, on va dire, encourageant. Je ne sais pas si c'est utilisable dès maintenant. Bon, faudra faire attention si vous voulez les utiliser à ce que ça colle vraiment bien à votre cas d'usage, quoi. Donc là, je vais faire une démonstration. Tac, tac. Je vais changer d'écran. Je retrouve ma souris. Hop là. Donc là, je suis sur mon compte. Donc je décide, en fait, j'ai fait un petit flux pour ajouter plusieurs contacts pour vous démontrer un petit peu comment on pouvait faire un peu ça. Donc je vais créer ça. Donc je vais faire quelques petites manipulations. Donc là, j'ai un petit texte. Là, c'est plus pour vous faire la démo du composant réactif. Donc là, ce que j'ai mis à droite, donc c'est un modèle de texte donc qui prend tout de suite en compte ce que j'ai mis sur l'autre côté. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt, mais là, l'intérêt que je vois moi derrière, c'est si vous voulez guider vos utilisateurs dans les flux, de leur mettre en fait certaines recommandations quand on fait par exemple des checkbox ou des pick-lists pour orienter un peu l'utilisateur. Là, je vais commencer à la partie plutôt repeater. Donc là, ce que je vais faire, c'est saisir plusieurs contacts. Je vais mettre mon âge, 25 ans. On est en démo, donc je peux tricher. Et là, donc, ce qu'on voit, donc j'ai cet ensemble de champs qui est là. On va pouvoir supprimer les champs et on a le petit bouton qui apparaît tout seul, qui est le bouton d'ajout et qui va vous dupliquer le formulaire. Donc là, je vais prendre comme cobaye Julie Boncourt. Je vais mettre son mail perso. Et moi, je vais lui donner 25 ans aussi, elle va être contente. Donc là, j'ai pu mettre mes deux éléments. Donc, je vais cliquer sur Next. Et donc, en fait, en arrière-plan, je vais revenir dessus, je vais vous montrer comment ça se passe. Mais du coup, ça m'a ajouté mes deux contacts. Je vous montrerai aussi quelque chose qui n'est pas dans les slides, mais qui était dans la release note sur du calcul d'agrégation. Derrière ce que je vous disais tout à l'heure, donc quand on va sélectionner par exemple Julie et que je fais une recherche, ici, donc quand on faisait ça, en fait, ça ne conservait pas la sélection. Donc maintenant, donc, la sélection est bien conservée. Et également, donc là, j'ai sélectionné Julie. Si je fais Finish, donc là, on a pu introduire en fait une validation. Donc là, ça a été vérifié donc, sur le prénom. Donc j'ai fait une vérification sur le prénom. Et là, je dois saisir en fait Johan plutôt que Julie. Voilà, je termine. Et là, j'ai mes éléments qui ont été ajoutés. Tac, tac, tac. Hop, je vais virer ça. Je vais venir sur mon flux. Mon flux ressemble à ça. Rapidement, je regarde le temps, si je suis encore dedans. Johan, tu peux agrandir un peu ton écran, parce que je suis en full écran, mais on voit Ouais, petit, on voit pas bien. s'il te plaît. Ok, Non, c'est juste petit, mais j'arrive pas à agrandir. Donc, oui, voilà. ça Vous me ira. dites si c'est mieux, ça va bon, ou je peux faire plus encore? J'espère, mais Allez. Donc sur mon flux, hop, ici, bon, je vais plutôt passer un peu de temps sur le repeater. Le repeater, donc, qui est un composant, j'espère qu'on va le voir en entier, voilà, qui est un composant de ce type-là qu'on retrouve
au niveau un peu plus bas à côté de section et display texte. Donc on va pouvoir paramétrer. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment en bêta, donc il n'y a qu'un seul élément ici qu'on va pouvoir paramétrer. Euh, Probablement qu'il va évoluer, avoir beaucoup plus de propriétés. Et en fait, on va pouvoir simplement donc glisser, déposer des éléments, ce que je disais donc tout à l'heure, plutôt des éléments, on va dire standards, comme des dates. Voilà, donc on va pouvoir paramétrer un peu ces éléments ici. Dites, euh, derrière, comment ça se passe? En fait, on va pouvoir aller, hop, je vais vous mettre parcourir du coup l'élément qui est ici en fait donc accessible. Donc c'est l'élément All Items. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup quand vous faites un repeater, il fait pas correspondre pour l'instant, peut-être que ça arrivera, à un type d'objet ou à un type Apex Define dans les flux. Donc on est vraiment obligé de parcourir toute cette collection All Items pour derrière pouvoir faire de l'assignation que si vous avez l'habitude de traiter des flows, on fait habituellement. C'est-à-dire dans une boucle, on va assigner par exemple un contact temporaire et puis le mettre dans la collection. Donc voilà globalement un peu comment ça se passe. Je voulais faire un petit zoom aussi, c'est pas dans les slides, mais c'est dans la release note, en fait, sur l'élément de transformation qui introduit en fait des éléments de calcul de collection. Donc on va pouvoir sélectionner une collection et puis envoyer ça en fait dans soit une donnée de type Apex Define ou un objet. Et en fait, on va pouvoir agréger. Donc là, j'ai compté tous les contacts. Et derrière, moi, je l'ai envoyé. Moi, j'ai un peu truandé le système. J'ai créé un petit Apex Define qui fait qui prend juste en entrée un nombre. Et du coup, ça vous permet en fait de faire un peu d'agrégation. Donc c'est en bêta. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut laisser entrevoir des possibilités intéressantes pour éviter de faire beaucoup de boucles, de calculer des sommes, des moyennes, des choses comme ça. Donc je l'ai fait aussi sur les sommes pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hop, je fais ça. Ici, en fait, on va pouvoir sélectionner donc la collection sur laquelle je veux faire ma somme. Et derrière, j'ai fait la somme des âges, en fait. Donc voilà, je suis passé typiquement à toute cette somme-là. Et puis le dernier élément, donc en fait, je vais fermer ça, me déplacer. Le dernier élément, tac, tac, ici, donc sur la validation. Hop. Derrière, on va aller juste sélectionner en fait dans la formule. On va prendre la première, par exemple, la première ligne sélectionnée sur le first name et je fais une validation sur Yuan. Donc voilà un peu la façon de fonctionner des nouveautés. Euh, voilà, j'étais rapide. Donc je vais pouvoir repasser la main parce que moi j'ai terminé de mon côté. Merci, Owen. Du coup, je reprends le partage. Normalement, il reste un petit élément sur les flows qui est présenté par Fabien. Moi, j'avais juste un slide que j'avais rajouté sur la partie flow. Euh, Il y a une nouveauté, je l'ai ajouté parce que moi, ça m'aurait bien servi et forcément, c'est sorti genre 3 mois après que j'en ai eu besoin. Euh, qui permet en fait, quand on va lancer un flow, de choisir avec quel utilisateur il va se lancer. Donc, grosso modo, on exécute des actions avec un utilisateur, on publie un platform event avec cet utilisateur et sur le platform event, il va y avoir un déclencheur qui va faire que le flow va faire certaines actions. Par défaut, jusqu'à maintenant, il utilisait les droits de la personne qui avait déclenché le flow initial et qui avait publié le platform event. Pourquoi pas, ça fait sens. Mais il y a des cas où on a envie que ces actions qui se déclenchent de façon asynchrone euh, fassent des choses qui nécessitent des droits administrateurs, un peu en mode système comme on fait côté Apex. Avant, ce n'était pas possible. Donc, si l'utilisateur n'avait pas assez les droits pour faire ce qui se déclenchait de façon asynchrone, bah, le flow derrière ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on a la possibilité, quand on va créer un flow de type enfin, ce qui va se déclencher via un plateforme event, de dire, bah non, en fait, ne le déclenche pas via l'utilisateur qui a lancé le flow initial, déclenche-le avec tel autre utilisateur qui, lui, pourra avoir des droits supplémentaires. Ça évite de devoir donner les droits, entre guillemets, en trop à des utilisateurs euh, normaux de l'application, juste pour faire certaines actions qu'on avait envie de faire avec des droits un petit peu avancés, quoi. Donc, c'était juste un slide là-dessus parce que
Je sais qu'on avait bidouillé un petit peu pour faire ça. Et comme c'est toujours des histoires de droit, je pense que c'est intéressant de savoir qu'on peut faire ça depuis. Enfin, on pourra faire ça dans quelques semaines. Du coup, on commence la partie dev. Euh, N'écrase pas le mien et fais ce que tu veux. Du coup, tu prends le partage. Ouais. Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est ma toute première présentation. Un instant, faut que je partage mon écran. Comment? En fait, non, je vais le partager après, pardon. C'est une erreur de manipulation. Euh, Yosra, est-ce que tu peux juste m'aider à revenir sur... Ouais, s'il te plaît. Merci beaucoup et désolé pour ce faux départ du coup. Euh, J'ai parlé donc la première fonctionnalité qui m'a intéressé, c'est les snapshots de Scratch.org. Une Scratch.org, comme vous le savez, ça dure jusqu'à 30 jours, entre 1 et 30 jours. Et après, à chaque fois, faut en refaire une. On aura une configuration qui va être peut-être difficile à faire parce qu'il y aura des actions manuelles à faire. Et là, justement, avec les snapshots de Scratch.org, ça permet justement de prendre en photo cette Scratch.org et ensuite de pouvoir la répliquer plus facilement. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Il suffit juste de valider ce Enable Scratch.org Snapshots qui est dans le setup. Donc c'est assez simple. Maintenant, on va passer à la deuxième. Merci. Je vais faire un partage d'écran. Enfin, je vais montrer d'abord ton écran et ensuite je vais. Ouais, merci. Celle-là? Ouais. Ouais, ça marche, merci. La deuxième qui m'a marqué, c'est la façon d'intégrer Snowflake avec Salesforce. Je ne sais pas si vous connaissez Snowflake. Si vous voulez, c'est un data lake. On parle beaucoup de data cloud, en fait. Et Snowflake, c'est un lac de données, en fait, un endroit avec plein de données à l'intérieur, énormément de données. Et nous, on va devoir récupérer ces données-là. Donc, avec Data Cloud, c'est traité juste derrière Snowflake, mais on n'en a jamais parlé pour Salesforce, en fait. Mais en fait, vu qu'avec Salesforce, on peut tout intégrer, justement, les développeurs de Salesforce ont pensé à cette fonctionnalité qui sera native, du coup, et qui permet de récupérer plein de données de Snowflake. Et, avec Salesforce Connect, je ne sais pas si vous connaissez Salesforce Connect, mais ça permet de faire de la data virtualisation. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir voir les données, va pouvoir accéder aux données sans qu'elles soient stockées sur Salesforce. Donc, ça va permettre de gagner énormément de stockage sur Salesforce. Je vais passer à la démo, à la première démo. Merci. Pardon, ça c'est la deuxième. Excusez-moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré Snowflake avec Salesforce. Donc, j'ai créé, je ne vais pas parler de la partie intégration, si vous voulez, on en parle juste après. Mais en gros, j'ai utilisé Salesforce Connect avec des external data sources. Et en fait, c'est vraiment du no-code. Donc, quand on rentre dedans, j'ai défini une table sur Snowflake et j'ai défini vraiment le schéma de données. Et maintenant, par exemple, si je vais sur Snowflake, j'essaie d'enlever le menu par-dessus, j'y arrive pas. Excuse-moi, Yosra, je suis vraiment désolé. Non, juste, comment on fait pour enlever ce menu, ce qui est au-dessus, en fait, qui me gêne?
Ouais, de fou. Ouais. Alors, la solution, c'est que je descends en bas, mais j'arrive pas à cette station-là. Ah, ok, super. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Yosra. Moi, j'adore le Brésil. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ma base de données, j'ai rajouté des villes brésiliennes. Donc, vous ne les connaissez pas forcément, Fortaleza, Manaus, São Paulo, Porto Alegre. Et là, je vais en rajouter une, par exemple. Donc, je vais aller sur Snowflake. Si, par exemple, là, je fais une requête, donc c'est du SQL, je fais une requête, je vais retrouver les villes qu'on a vues juste avant. Et maintenant, par exemple, je vais rajouter Oiapoque, qui est pas très connu, qui est juste à côté de la Guyane. Donc là, par exemple, il y a il y a un nouvel enregistrement qui a été créé. Et je vais revenir sur Salesforce. Et là, roulement de tambour, il y a la cinquième qui apparaît. Voilà, Oiapoque. Et ça se fait vraiment de manière en temps réel. Donc, c'est vachement cool. Donc, ça, c'est la. Est-ce que tu peux m'aider pour juste la slide? Pardon. Là, on va passer à la nouvelle slide. Désolé. Ouais, je vais arrêter. Ouais. Donc ça aussi, c'était intéressant parce que avant, en fait, j'allais dire à l'époque, mais en fait, ça fait pas tellement longtemps. Quand on essayait de, je sais pas si vous voyez tout ce que c'est les save points, mais en fait, on pouvait, si vous voulez, capturer l'état de la donnée et en fonction de si on avait une erreur ou si on avait besoin de retourner en arrière, on pouvait faire un rollback. Donc c'est ce qu'on fait ici. On faisait un rollback et derrière, on appelait une API. Et justement, on avait un message d'erreur, on avait une erreur qui nous disait qu'en fait, il y avait des jobs qui étaient déjà, qui, il y avait des jobs qui étaient déjà effectués, donc on ne pouvait pas faire d'appel API. Les appels API, c'est vachement large, on peut tout appeler en fait en API. Moi, par exemple, je sais que, merci. Par exemple, avant cette présentation, il y a Yacouba, le chef de Gimini, qui m'a envoyé un message pour m'encourager. Et je sais que Mbappé, par exemple, il m'en a pas envoyé. Et j'ai été vachement déçu par ça. Oups, pardon, ça c'est mon Spotify. Euh, donc je me suis dit, bah tiens, comme j'avais déjà développé une fonctionnalité qui permet d'envoyer des SMS, j'ai développé aussi un SMS to case, donc des SMS qui arrivent sur Salesforce et qui sont traités. En tout cas, je me suis dit, bah tiens, là, je vais faire en sorte que Mbappé m'envoie ce message. Donc là, je vais d'abord vous montrer la fonctionnalité quand on était par exemple en version 59 et qu'on n'avait pas le release save point. Pardon. Par exemple, là, si j'exécute, là, on a ce message d'erreur là. On avait ce message d'erreur là et c'était relou en fait parce que on pouvait rien faire, on pouvait pas appeler une API. Donc maintenant, avec ce release save point, je remets en version 60. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... Je vais recevoir un message, est-ce que vous pouvez me le lire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc là, je fais execute. Et là, j'ai reçu un message normalement. Ça va arriver. On Est-ce que c'est espère. vraiment un BP? Voilà, c'est marqué quoi? Ça, c'est comme ça, un compte. Oui, juste en dessous. Si, si, non, 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 sur le message, c'est marqué. Attends. Pardon. Hey Selim, c'est Kylian Mbappé. Bon courage pour ta présentation. Voilà. Bah, je vais laisser la place à Thomas, je pense. Ouais. Je reprends le partage du coup. Merci Céline. Merci à vous. Tu peux arrêter ton partage, s'il te plaît? Alors, je vais avoir besoin des slides. Alors, moi, je vais présenter vraiment rapidement deux nouveaux sujets, des changements de syntaxe, plutôt pour les devs.
Alors, quelque chose de tout simple. C'est une nouvelle syntaxe qui existe déjà dans beaucoup de langages de programmation comme le Java, le Swift ou d'autres. Et en fait, quand vous devez vérifier si une valeur va être nulle, pour l'écrire, bah, maintenant, ça va être tout simple. Vous allez pouvoir mettre directement deux points d'interrogation. L'avantage de cette syntaxe-là, quand vous devez utiliser, par exemple, là, je l'ai eu dernièrement sur un contact qui n'avait pas de compte. Et plutôt que de faire des requêtes ou de chercher, vous allez pouvoir mettre un compte par défaut. Donc, à la place, par exemple, là, j'ai mis un integer et à côté le 100, mais vous pourrez directement dire le compte par défaut qui sera à droite. Voilà. Donc, celui-ci est rapide pour la syntaxe. Et le deuxième, c'est pour l'UEID. Donc, nous, on a eu dans le passé besoin d'avoir un identifiant qui n'était pas l'identifiant Salesforce. Quand, par exemple, des fois, vous devez communiquer avec d'autres systèmes, chacun doit, et Salesforce n'est pas maître sur la donnée, c'est possible que vous devez générer un ID unique. Et en fait, il fallait le coder. Donc là, c'est le petit bout de code qu'on avait à droite. C'est quelque chose qui n'était pas très compliqué, mais ce n'était pas fait standard. Vous deviez le coder, votre propre algo. Et du coup, là, depuis Spring 24, nous allons avoir des méthodes, même une nouvelle classe qui est mise en place, qui va vous générer automatiquement des UID pour éviter pour avoir de l'unicité dans vos appels entre différents systèmes, par exemple. Voilà. Ouais. Normalement, sur les milliards de combinaisons possibles, c'est censé être unique. On a fait le test, on fait un paquet d'appels, on n'a jamais réussi. On croise les doigts tous les jours, hein, mais on n'a jamais réussi à avoir un doublon. Voilà pour moi. Fabrice. C'est pas bien. Moi, j'ai foutu mes slides un peu partout. Euh, on a. Alors, ça, c'est un composant qui était déjà en bêta, si je ne me trompe pas, qui est GA à la prochaine release, qui est un composant qui permet de faire des recherches. Donc, c'est comme une lookup. Aujourd'hui, pour faire ça, il fallait utiliser un form, il fallait un petit peu bidouiller. Là, c'est vraiment un vrai composant de recherche où on peut passer des paramètres pour dire quel objet on recherche, quels sont les critères, etc. Et l'intérêt de ce composant, c'est que il est quand même assez flexible. Je ne rentre pas vraiment dans le détail parce que normalement, si tout se passe bien, donc l'équipe de dev qui a fait ce composant, elle est à Grenoble. Du coup, on est en contact avec eux pour essayer de les avoir au développeur group. Donc normalement, si tout va bien, on les aura, je sais pas, en mars ou la date n'est pas encore fixée, mais si vous êtes abonné au développeur group sur la Trailblazer Community Group sur le site, bah, vous verrez l'événement qui parle de ça. Donc l'idée, c'est de les faire venir et qu'ils nous expliquent ce que fait en détail le composant et surtout comment eux, ils l'ont fait et quels sont les challenges qu'ils ont eu pour l'implémenter. Donc avoir je pense que pour les développeurs LWC, c'est intéressant d'avoir des développeurs de Salesforce qui vont venir présenter comment ils ont créé leur propre composant qui va être utilisé par tout le monde et quels ont été les challenges techniques, les solutions, etc., quoi. Donc voilà, à suivre a priori en mars, c'est pas encore sûr, mais si vous êtes inscrit au développeur groupe, vous aurez l'info dès qu'on publie l'event. Donc, première feature que Salesforce a annoncée, c'est en développeur preview, c'est pas encore, ça ne sera pas encore disponible. C'est la possibilité en Apex d'utiliser des formules directement. Donc, l'idée de Salesforce derrière, c'est simple, c'est vous avez un premier moteur, vous allez pouvoir ici écrire votre formule. Donc, vous allez donner le type de la formule, le contenu de la formule. Salesforce va builder la formule. Si tout se passe bien, il va continuer. S'il y a un problème, il va vous faire comme dans l'interface Salesforce, il va vous dire, j'arrive pas à builder ta formule, elle n'est pas valide. Et ensuite, vous avez juste à lui fournir un record et Salesforce va vous sortir le résultat de ce que la formule est capable de sortir à partir de votre record. Donc, la première idée de Salesforce, c'est clairement orienté développeur, c'est de dire aux développeurs, arrêtez de nous foutre des formules à plus savoir qu'en faire dans les objets alors que vous n'en avez pas besoin en réel. Ça pourrit les performances SOQL. Faites-les directement en Apex quand vous en avez besoin. Ça va soulager le SOQL et ça va nous soulager au niveau CPU. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est pas que pour les développeurs, ça va aussi concerner les admins à potentiellement à terme. C'est que à partir de ça, les développeurs qu'on est, on sait faire des plugins et il y a de fortes chances que quelqu'un se lance dans un plugin où vous allez pouvoir rentrer une formule, donner l'ID de votre record et dire exécute ma formule, dis-moi ce qu'elle fait. D'accord? Donc ça va vous permettre de tester plus rapidement vos formules. Aujourd'hui, il faut faire sa formule, exécuter sa formule, aller regarder sur notre écran. Ce n'est pas forcément user-friendly. Personnellement, ça m'exaspère. Quand j'ai besoin de tester 5 ou 6 formules d'un coup, je perds du temps. Donc clairement, on peut vraiment espérer avoir une grosse amélioration là-dessus via des plugins que la communauté s'amusera à faire.
Ensuite, on arrive sur les warnings. Donc, c'est juste soyez vigilants. Donc, Salesforce est en train de modifier le comportement. Donc, pour ceux qui travaillent sur Community, si dans votre community, vous utilisez des composants standards de type Create Record, Record Detail ou voire Record Banner, mais c'est généralement les deux premiers qui vous intéressaient, Salesforce a indiqué qu'ils sont en train de modifier le comportement de ces composants. Et là où c'est pas banal, en gros, ils nous disent bah, vérifiez que ça ne vous a rien pété, parce que nous, on n'est pas sûr. D'accord? Sachant que ça sera, a priori, ils espèrent sortir ça pour la summer. Donc, c'est entre guillemets, vous avez 3 mois pour essayer de voir s'il n'y a pas des problèmes, les fixer de votre côté ou les remonter auprès de Salesforce si jamais vous avez un souci. D'accord? Et méfiez-vous de la documentation, ils vont vous dire ça concerne uniquement les Aura Sites. Moi, je me suis dit, c'est cool, Aura Sites, j'en ai pas, je suis en LWC, en fait, j'avais rien compris. Aura Sites, ça veut dire dès que vous n'utilisez pas les LWR, donc entre guillemets, énormément de communautés sont basées là-dessus. Donc, soyez vigilants si vous avez fait ça. D'accord? J'avais un autre slide, mais il n'est pas là, donc je vais le faire oralement. Qui utilise des trusted URL aujourd'hui? Genre, personne s'en sert. C'est quoi? Les trusted URL, c'est en fait, vous pouvez déclarer à Salesforce des URL auxquels Salesforce a le droit d'accéder. Donc, en fait, vous devez les configurer. Et généralement, tous les projets s'en servent, même si vous ne le savez pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Salesforce nous a annoncé gentiment qu'ils vont rajouter une contrainte par-dessus, qui va s'appeler le Content Security Policy Violation. Donc, ce que fait Salesforce maintenant, c'est qu'il va scanner vos URL. Et si jamais il considère qu'à travers vos URL, il y a des images, des fontes ou des iframes qu'il n'aime pas, par défaut, il va verrouiller l'URL pour ces types. Donc, Salesforce peut vous dire sur telle URL, tu n'as plus le droit d'utiliser les images parce que je considère qu'il y a un risque. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez toujours la possibilité de dire à Salesforce, moi, je considère que c'est bon, autorise-les, mais par défaut, Salesforce les verrouille. Donc, charge à vous, dès cette release, de commencer à aller dans cet onglet qui est dédié. Donc, vous allez dans votre Trusted URL et vous avez un autre onglet en dessous qui va s'appeler Content Security Policy. Et vous vérifiez que Salesforce n'a pas commencé à lister des URL dedans. Si c'est le cas, il faut juste penser à décocher les features que vous voulez garder, genre je veux garder les images de mon URL. D'accord? Sinon, dans la future release, donc en summer, vous avez le risque que Salesforce vous lock ces accès et ça peut vous poser des problèmes au démarrage. Ça sera toujours corrigeable puisque vous pourrez toujours dire à Salesforce je veux bien, mais au niveau expérience utilisateur, c'est pas génial. Tu sais, il faut aller le cocher, mais il faut le faire. C'est-à-dire que par défaut, Salesforce les verrouille, c'est charge à vous d'aller les déverrouiller. Donc si on n'a pas le réflexe, et en plus, ce n'est pas dans la release update, je me suis fendu d'un mail à Salesforce en disant vous êtes gentil, mais mettez-nous dans la release update parce que tout le monde va le louper. Donc méfiez-vous, c'est vraiment une vraie vacherie qu'ils nous ont mis en place. Ouais, c'est propre à cette release, c'est un nouvel. C'est les CSP violation. C'est vraiment un nouveau concept. Donc, soyez juste vigilants. Ouais, c'est ça. Enfin, dernière nouvelle, Salesforce remplace. Donc, avant, on avait le LWC Studio qui était l'endroit où on pouvait faire joujou avec les Lightning Web Components, on pouvait faire du développement dedans. Salesforce l'a remplacé à partir de tout début d'année par un nouvel outil qui s'appelle StackBlitz. Donc, StackBlitz, ça ressemble beaucoup à du VS Code. C'est vous écrivez votre Lightning Web Component ici, il va compiler, vous afficher le résultat à droite. Donc, les bonnes nouvelles, c'est que l'URL que Salesforce vous génère ici, vous pouvez la copier-coller, l'envoyer à un collègue, il a directement accès à ce que vous faites. Donc, ça vous permet très rapidement de collaborer à plusieurs sur ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, la grosse innovation, c'est qu'avant, le précédent outil mettait quasiment 3-4 secondes à faire la compilation, donc à afficher le résultat à chaque fois que vous faisiez une modification là. Maintenant, c'est compilé de façon quasi instantanée, en moins d'une demi-seconde, le résultat va s'afficher là. D'accord? Donc là, on est sur les bonnes nouvelles. Et si on passe sur le slide après, j'ai fait un zoom sur ce que le développeur a fait. Et ce qu'on peut remarquer pour les développeurs qui ont l'habitude de développer, Timo, j'ai mis une instruction qui théoriquement devrait dire il faut que tu me centres mon bouton. On peut voir que le bouton n'est pas centré. Et la deuxième chose, c'est que le développeur est soit idiot, soit il ne sait pas qu'il y a des composants qui s'appellent les Lightning Buttons. En fait, si vous utilisez ça, Salesforce ne supporte pas les composants de base et ne supporte pas le SLDS. D'accord? Donc, c'est bien pour développer des Lightning Web Components en mode open source. Par contre, ça ne vous permettra pas de développer des Lightning Web Components tels qu'on les fait dans Salesforce. D'accord? Donc, soyez vigilants. L'outil est bien,
Il a ses avantages. On peut espérer qu'à terme, on ait accès à ça directement et qu'on n'ait pas besoin de passer par des trucs comme ça, horribles. Donc, l'outil est bien, mais j'espère vraiment que Salesforce va aller au bout et nous fournir vraiment un outil qu'on puisse utiliser à terme. Voilà. Et j'ai fini. Alex. Et on passe à la partie Marketing Cloud avec Alex. Merci. Alors du coup, ça va être assez rapide de mon côté. Il n'y a pas grand-chose au niveau de la release. Euh, Concernant Pardot, il y a juste un truc qui est plutôt cool, mais c'est plutôt pour les utilisateurs finaux. C'est qu'en fait, ici, sur la droite, vous allez avoir un module. Donc c'est Einstein GPT derrière, donc un peu comme ChatGPT. Vous allez pouvoir lui donner des instructions et en fait, il va vous donner du texte, par exemple, pour rédiger des landing pages, des emails, etc. Donc, c'est très pratique pour toute la partie idéation, un petit peu comme ChatGPT. Donc, du coup, voilà, maintenant, c'est directement intégré dans Pardot, comme c'est déjà le cas côté Marketing Cloud classique. Après, il y a d'autres nouveautés techniques, mais sinon, globalement, sur cette release, il n'y a que ça pour les end-users. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci Alex. Et on passe à la partie B2B2C commerce avec INSA. Ok, bonsoir à tous, c'est ma toute première présentation. Donc là, on parle de B2B et D2C. Donc moi, j'aime bien la plateforme LWR parce que c'est plus flexible et tu fais plein de choses et tu gagnes en termes de performance. Ok. Donc, Salesforce a sorti quelque chose qui est très important pour moi sur la partie B2B et D2C. C'est le fait de créer ta boutique et ton site en quelques clics et aussi de savoir la procédure. Parce que le problème qui se pose, c'est que tu crées ta store et que tu as du mal à pouvoir identifier quels sont les steps des fois. Tu publies, il faut aller vérifier sur le front pour voir. Donc là, tu sais l'ensemble des étapes en quick setup. Là, tu fais ta création de site et c'est pour les admins, c'est pour les devs. L'autre chose que j'ai bien aimé sur cette partie-là, c'est le fait de pouvoir importer les produits et d'ajouter les produits qui existent déjà. Parce que pour pouvoir ajouter les produits, il faut les catégoriser d'abord sur la partie administration, sur le bac, pour pouvoir l'ajouter. Donc là, au moins, tu as une interface qui te permettra de le faire de manière succincte et rapide. Donc ça, vraiment, j'aime bien. Autre slide. L'autre chose, c'est la flexibilité des composants. Tout au début, on n'avait pas d'espacement entre les composants. Pour pouvoir faire cela, il fallait bidouiller avec du CSS que tu mettes sur le header. Surtout quand tu mets le composant column sur la partie storefront. Donc, le problème qui se posait, c'est que tu ne pouvais pas mettre d'espace entre les composants. Des fois, tu as du contenu qui n'arrive pas à s'adapter. Et le design ne respectait pas par rapport aux besoins du design, par exemple. Donc, avec le Glutter, ça aide bien donc, à pouvoir séparer les composants. Donc, il y a plus de flexibilité sur les composants suivants. Et aussi, il faut comprendre que sur Salesforce, par exemple, sur la partie B2B, ce qui se passe, c'est quoi? L'application, il tourne dans un contexte. C'est comme les Amazon, France, États-Unis. Donc, suivant le pays, il met la monnaie, il met la langue donc, du pays. Donc, Salesforce, il y a certaines traductions qu'on fait en exportant le contenu d'abord, parce qu'il n'y a pas le sélecteur de langue standard. Donc, en exportant le contenu, des fois, on était limité en termes de pays. Il y a certains pays où on ne pouvait pas traduire, par exemple, le site. Il fallait exporter, le faire manuellement. Maintenant, on est passé jusqu'à 40 et je pense que c'est bien parce que je ne peux pas dire que je dois délivrer, par exemple, des produits dans un pays et que les utilisateurs doivent utiliser la langue de ce pays et que la boutique ne s'arrête pas. Donc, il y a une amélioration nette sur cette partie-là en augmentant le nombre de langues jusqu'à 40. Ouais. L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est la partie Data Cloud. Parce qu'en fait, Salesforce, elle est en train d'améliorer la recommandation des produits. Quand tu es sur des stores où tu as beaucoup de produits, euh, Salesforce veut tracer c'est quoi l'activité du client en récupérant le nombre de clics. Et là, Data Cloud permet d'intégrer le nombre de clics et le nombre d'événements qui se passent en l'enregistrant directement sur Data Cloud. Et ça va permettre de centraliser le centre d'intérêt de l'utilisateur pour qu'on puisse lui recommander les produits dont il aura besoin. Donc, si vous êtes par exemple dans une boutique de vente pour des habits, par exemple des vêtements de femmes, d'hommes, donc suivant le nombre de clics et les pages que tu visites, il pourra te faire de la recommandation parce que déjà les données sont déjà enregistrées. Donc, ça apporte aussi un plus sur l'IA et sur la recommandation des produits sur les storefronts. Next slide. Ouais.
Euh, la chose que j'aime le plus, c'est, par exemple, quand tu passes une commande. Et dans la commande, tu as, par exemple, un panier où tu as plusieurs items, éléments de panier. Par exemple, toi, tu veux séparer. Par exemple, j'ai acheté pour une personne A et une personne B. Dans la même commande, je peux séparer la livraison. Je peux mettre plusieurs delivery address, c'est-à-dire plusieurs points de livraison. Donc, dans la même commande, j'ai le nombre d'items qui part dans un point A et le nombre d'items qui part dans un point B, par exemple. Et là, c'est le split shipment qui permet de faire ça. Et il y a ce champ-là qui a été rajouté où, en ce moment, ce n'est pas encore disponible sur le front en termes de point and click. Il faut faire une requête et faire la mise à jour. Automatiquement, il va séparer la commande. Et si vous venez bien sur votre store, vous pouvez ajouter le bouton qui permettra de séparer la commande, de scinder ton panier, par exemple, en nombre de points de livraison dont tu voudras. Donc, ça aussi, mais il faut le faire, il faut avoir un développeur en ce moment pour le faire. La partie que j'aime le plus, c'est la partie dev. Parce qu'il y a une autre nouvelle interface qui est sortie, c'est le Tech Component Base. Qu'est-ce qu'il permet de faire? En fait, sur la partie B2B, D2C, il y a des événements. Donc, là, il y a beaucoup d'événements asynchrones qui écoutent. C'est comme les A5 et les A8. Donc, sur la partie JavaScript. Si un utilisateur veut passer une commande et qu'il n'y a pas d'adresse, Salesforce, il te reporte une erreur. Donc, cette erreur-là qui doit être reportée, si on pense à customiser, par exemple, sa page checkout, tu peux utiliser cette fonction, report validity, qui se permet de faire, il permet de détecter si tu as choisi une adresse de livraison ou pas. Sinon, ça ne va pas passer et tu auras une notification. Donc, et ça, c'est grâce à Checkout Component Base et il te mettra une notification tout en haut pour te dire que voilà, ton panier ne peut pas passer ou bien ton paiement ne peut pas passer parce que tu n'as pas d'adresse de livraison. Donc, c'était tout ça que je voulais présenter pour la partie D2C B2B. Merci, Essa. Et du coup, il nous reste la partie sales et services. Juste 2 secondes, Julien, on m'a dit que la caméra ne marche pas. Entre-temps, je voulais vous parler aussi de la semaine prochaine. Hugo, c'est Il y ta aura partie un service. événement chez TechZay. Nous allons parler des API du commerce cloud pour le B2B et le D2C. Comment on peut utiliser les API. Donc, si on arrive à Pardon. customiser, par exemple, nos pages, imaginons qu'on a une UX qui nous dit que, par exemple, moi, j'ai un design, mais qui ne répond pas aux composants standards. Donc, des fois, il faut faire du dev. On peut des fois aller plus rapidement avec les API et nous allons présenter ces API-là la semaine prochaine chez TechZay. Hein? Ouais, je vais essayer. Et je vais parler aussi de la plateforme LWR, les performances, l'architecture, comment les différentes entités communiquent jusqu'à remonter la donnée sur le front aussi. Euh, Et du coup, on accueille Julien qui vient spécialement de Lille pour nous, de User Group Lille. Je te laisse présenter ton groupe déjà parce qu'on n'a pas l'habitude de te voir ici. Oh, sympa. Écoutez, moi j'ai un groupe à Lille, un admin group. Donc on fait des événements tous les mois, mois et demi, au rythme des releases et au rythme des speakers qui veulent venir dans le Nord, parce que c'est quand même assez rare, on va pas se mentir. C'est- Et donc du coup, j'essaye d'animer ce groupe, puisque dans la communauté nordiste, il y a un peu moins de monde qu'à Paris. Des salles comme ça, j'en remplis pas souvent, très honnêtement. Mais voilà, on essaye de faire ce qu'on peut et on organise notamment un autre event qui va être à peu près la même chose que celui-ci, mais avec un peu moins de monde. Euh, mais on est très sympa et on a de quoi. Tu nous invites, tout le monde est pas. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Partir à Lille. Ça sera à Lille, du coup, le 8 février à partir de 18h30. Et c'est dans un super lieu qui s'appelle le Spaces Lille, qui est juste à côté de la gare de Lille-Flandre. Donc, franchement, venez, vous êtes les bienvenus. Alors, si tous les discours de mes confrères dev ne vous ont pas parlé, là, je vais vous parler de features qui parlent à tout le monde, normalement. Donc, sur la partie Sales Cloud. Alors, sur la partie Sales Cloud, on a une amélioration, c'est Dynamic Forms, où on va pouvoir maintenant aller chercher des champs qui sont reliés à des objets. Donc, c'est assez simple. Avant, on était obligé de passer par une formule. Donc, on crée une formule et on la rajoutait dans la page. Aujourd'hui, avec la magnifique animation que je vous ai prévue, vous pouvez regarder ici comment ça fonctionne. Vous cliquez simplement sur le champ, vous cliquez sur la petite flèche et ensuite, vous accédez au champ qui est dans un objet qui est rattaché à cet objet.
Donc ça, c'est disponible sur toutes les versions et c'est assez facile à faire, hein, comme vous pouvez le voir. Vous glissez-déposez une fois que vous sélectionnez le champ. Pour la suite, pour ceux qui ont écouté Jean-Michel tout à l'heure, sur la partie mobile, ça fait le lien avec ça. En fait, sur la partie, sur la partie Lightning App, on a la possibilité maintenant de rajouter un composant pour setup la visibilité. Donc, on n'est plus obligé de faire une Lightning Record Page par device. Là, maintenant, on peut directement dire, bah voilà, moi, je veux que ce composant, il est disponible uniquement sur PC ou uniquement sur mobile. Donc ça, c'est une petite révolution et du coup, ça fait le lien avec le fait que sur mobile, on peut avoir une interface qui est complètement designée pour mobile. Alors, sur la partie dashboard, alors j'ai un peu triché parce que c'était déjà dispo, mais sur les éditions Unlimited, mais c'est pour les riches. Donc voilà, je voulais quand même parler des éditions des moins riches. Et du coup, on a la possibilité d'ajouter dans le dashboard un composant qui permet de rajouter une photo, ce que vous souhaitez, un content rich text. Donc c'est super intéressant pour rendre un petit peu plus vivant les dashboards qui sont parfois un petit peu juste moches à regarder, qu'on se le dise. Et ensuite, il y a la possibilité de rajouter jusqu'à 5 filtres maintenant sur les dashboards. Donc, c'est une petite révolution pour les clients qui nous demandent toujours plus. Et donc là, vous avez la possibilité de filtrer un dashboard et rajouter jusqu'à 5 filtres. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors là, il faut dire bonjour à la nouvelle homepage qui s'appelle Seller Home. Alors, comme vous pouvez le constater, elle est plus belle. Ils ont fait un effort, Salesforce sur le design. Pour le reconnaître. Donc ça, c'est disponible sur toutes les apps. Donc il y aura Sales, la Sales Console et la Sales Engagement. Et il n'y a rien à faire si ce n'est l'activer depuis la console. Donc ça, c'est simple à mettre en place. Et vous allez retrouver ce qu'on retrouve déjà. Donc ils ont refait le design, mais ils n'ont pas refait la fonctionnalité. Donc il y a les opportunités, les comptes, les pistes, les contacts, les objectifs du mois ou de la semaine, les events du jour, la to-do list des tâches et les enregistrements récents et les suggestions de contacts via EAC que je vais vous parler juste après. Alors, sur EAC, donc Einstein Activity Capture, est-ce que tout le monde connaît ce que c'est ou je refais vite fait une petite passe? Bon, j'ai des têtes qui disent oui. Je pense qu'il y a des têtes qui disent oui parce qu'elles sont pressées de boire un coup juste après. Donc, je vais me dépêcher. Sur la partie EAC, en fait, l'idée, c'est de proposer à l'admin de synchroniser assez facilement votre boîte mail avec vos contacts, vos emails, vos tâches, etc. Ici, sur la page d'accueil, vous pouvez rajouter un nouveau widget qui s'appelle Contact Suggestion qui permet d'aller chercher directement dans votre boîte mail, suivant les mails que vous avez reçus, les contacts qui ne seraient pas dans Salesforce et de juste cliquer sur plus pour l'ajouter dans Salesforce et ajouter le mail qui va avec. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est assez rapide et je pense que c'est un petit gain pour les utilisateurs. Et en bas à droite, vous avez aussi la possibilité d'administrer. Alors pour ceux qui ont déjà mis en place EAC, c'est super, sauf qu'on n'avait jamais on pouvait jamais visualiser les erreurs de synchronisation où c'était très compliqué, il fallait sortir des logs. Et là, maintenant, ils vous ont mis donc des petits dashboards qui vous disent, bah voilà, tel compte est bien synchronisé, celui-ci, il y a une erreur, et pour telle raison. Et après, vous avez la possibilité d'ajouter des petites features là, ici, pour fine-tuner un petit peu la configuration de manière assez simpliste. Alors, une dernière petite feature assez sympa, c'est sur les permission set group. Maintenant, on a la possibilité ici de voir les object permission. Donc, on n'avait pas la possibilité de le faire jusqu'à maintenant. Et quand on avait une permission set group avec 25 sous-ensembles, c'était très compliqué de savoir qu'est-ce que faisait cette permission set group, mis à part rentrer dans le détail et arriver dessus. Donc là, Salesforce a fait un petit sum-up ici des permissions sur la permission set et qui permet facilement d'aller chercher les informations d'une permission set group. Donc voilà. Et ça, c'est dispo sur toutes les éditions. Et je vais passer la main à mon collègue Hugo, qui est à distance. Merci, Julien. Ouais. Oui, Hugo, bonsoir à tous. Oui, je bonsoir te à tous, laisse vous prendre la main m'écoutez? ou tu veux que je passe les slides? Tu peux mettre ton verre de côté et m'écouter. Hugo, Allô? Non, non, non. Hugo, t'es encore là? Il a un problème ici. Hein? En plus, là,
On a bien fait de te laisser en dernier, mais c'est pas suffisant. Oui, c'est avant, mais là, ils ont mis sur le. Ça se passe quoi à Nice? Écoutez bien. C'est bon? Si tu le dis, oui. Tu veux prendre la main ou je passe les slides? Je prends la main. Alors, je partage l'écran un instant. Merci. Je reprends jusqu'un instant. Laisse-moi juste partager l'écran. Hop. Et voilà. Et c'est moi qui vais finir la présentation. Dites-moi si je vais regarder le slide, si c'est bon ou pas. Ça arrive? Pas encore? Ouais, non? C'est bon. Hier ça? C'est bon? OK, très bien. Alors, on avance là, Service Cloud. Moi, les premières deux présentations de features, ils sont assez liés à Sales Cloud. Le premier, c'est l'Omnichannel Sidebar. Alors, jusqu'un instant, parce qu'il faut que je partage ici, que je change là, et bon, pour la communauté ici, ils ne regardent pas l'écran. Vous regardez bien, mais moi, comme je partageais mon écran... Quoi? Non, 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 mais quand même. Parce que tout le monde regarde bien, mais sauf les gens qui sont ici. Ouais. Je partage là, un instant, je change le partage d'écran et on met tout en mode propre. Je suis désolé là. Et là, hop. On va perdre tout le monde là, sur la présentation. OK, je partage l'écran. Hop. Minimum, tout le monde va voir qu'est-ce que je suis en train de présenter. Non. Hop. Il y a 80 personnes qui te Allez. jugent en ce moment. Ouais, non, non, non. On perd toute l'audience là parce que je n'arrive pas à partager l'écran. Allez, c'est bon. C'est bon? Presque. Regardez ici aussi en visio, c'est bon? Très bien. Oui, alors, on les voit tes premières slides. fonctionnalités. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est lié au Sales Cloud quand même. C'est côté Omnichannel de Service Cloud. C'est de permettre. Alors, ça charge ici. OK, très bien. C'est bon maintenant? Tout le monde. C'était bien, mais Alors, là, on voit rien. non? Et maintenant? Non. Non? Rien? Là, c'est bon. Ne touche à rien, Ah, Hugo. je touche à rien. Je touche à rien. Désolé. OK, là, c'est bon. OK. Alors, ça, c'est une fonctionnalité avec le Omnichannel aussi côté service, mais côté sales. OK? Pour gérer bien ces tâches. C'est une nouvelle fonctionnalité pour le Service Cloud, mais que ça touche aussi sales. Alors, ça, c'est la première fonctionnalité. Et comment y faire? Tout est écrit, comment on pouvait activer ça de votre côté pour Service Cloud. Deuxième, c'est encore pour Sales Cloud. Alors, le gros avantage aussi, c'est de faire la gestion. Quand vous avez le Standard Navigation versus la version, vous utilisez encore le Standard Navigation, vous n'avez pas cette option d'avoir le Omnichannel. Et maintenant, c'est possible avec la config de l'ajouter. Okay? Aussi pour les users d'ISV Package. OK? Alors, deux fonctionnalités Service Cloud, mais quand même que ça touche aussi le côté sales. Alors, c'est pour le 2. Prochaine feature. Alors, on entre sur le sujet qu'on n'a pas trop parlé, mais quand même Generative AI. Alors là, c'est pur Service Cloud. Le gros avantage de ça, c'est d'avoir la possibilité de créer du contenu en fonction d'un article de knowledge base avec Generative AI. Créer le draft avec Einstein. OK? Là, c'est... Hugo, je crois que tu n'es pas sur le bon slide. Non? Generative Email Replies. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, c'est le temps que ça prend. C'est le temps que ça prend à loader. OK? T'es sûr que tu parles à Spring 24, là? Oui. C'est bon. Touche à rien, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon? C'est Knowledge Generative Email Replies. C'est ça? Oui. Là, c'est bon. Maintenant, c'est bon.
Ok, ok. Je pense que c'est le temps, parce qu'ici, on regarde bien le slide, mais je pense que c'est le temps que Zoom prenne à mettre le bon slide. Ok? Ok, comme réexpliqué là, c'est la possibilité de générer des emails en fonction, de créer des emails based on recommended, on la recommandation des articles de knowledge base. Ok. Je vais passer au prochain slide et vous me direz quand c'est bon, c'est le Generative AI avec. T'es entre deux slides là. Avance un peu. C'est ça. Je vais attendre un peu. Euh, Attends, c'est quoi? peut-être que ça prend du temps. En fait, on a l'impression qu'on a vraiment deux slides superposés. Ah oui? Ouais. Ouais. Ici, j'ai basculé. C'est le temps, nous sommes au Ok, sud. Le ben temps qui sinon, arrive à vas-y, Paris. continue, ça va venir. Ça va. Ouais, le temps qui Vas-y, arrive vas-y, Hugo, je te coupe pas. à Paris, et avec le vent aussi qu'on a pris aussi, ici, c'est toujours compliqué, ça prend un peu de temps. La route, c'est pas tout droit. Il fait beau à Non, mais Paris pour info. c'est bon? OK. Alors, ici, c'est quoi? C'est la possibilité de configurer des autres sources de data avec de knowledge pour générer de documentation. C'est assez intéressant. Après, il donne des exemples avec le Confluence, SharePoint et son site. Qu'est-ce que je trouve intéressant de cette fonctionnalité, quelque chose que je n'ai jamais vu avant, c'est qu'on peut utiliser ça gratuitement pendant 3 mois. Et après ça, il faut faire un contrat avec Zoomin, que je ne sais pas. Ce n'est pas Salesforce, c'est un autre provider. Alors, peut-être c'est un modèle différent que je suis en train de mettre en place, de dire on amène quelques fonctionnalités de façon gratuite et si les gens aiment bien, ils continuent après 3 mois, ils vont payer aux partenaires. Je pense que c'est quand même intéressant et que ça fonctionne, ça peut ouvrir des portes à des autres features que ce n'est pas développé par Salesforce, c'est développé par un partenaire et qu'il nous donne la possibilité de l'utiliser gratuitement. OK? Le prochain feature, je vais donner un peu de temps parce que vous avez regardé le slide. Encore, c'est du Einstein. OK? C'est encore c'est Generative AI. Alors, moi, j'ai pris peut-être trop de Einstein, mais tout ce que j'ai vu pour Service Cloud, là, le côté Einstein, je pense que c'est le plus intéressant. Et je pense quand même que c'est le sujet de 2024. Vous me dites quand le slide il est là? Einstein Knowledge Creation. Pas encore? Ah, ça prend du temps, l'OD, là. Je pense que je vais commencer à parler de slide et partir au prochain déjà. Non? Bah, ça arrive, ça arrive. Continue. Tout Ça à l'heure, arrive, ça arrive. Non, mais tout à l'heure, tu parlais et c'est venu. Donc, OK. Il faut parler, il faut parler. Ah, c'est GNI qui, derrière, il note que je parle de slide et il adapte. OK? il y a Aïcha qui te dit, fais pédaler plus vite. Ouais. Alors, ici, c'est la création de knowledge, de continue knowledge, aussi encore avec GenAI. Mais la source, c'est des cases déjà fermés ou des chats de conversation en chat. C'est quand même intéressant et là, au niveau de productivité et tout ça, ça va aider parce que la création de knowledge base, ça prend quand même pas mal de temps déjà. Et si on continue avec le prochain slide qui va arriver peut-être dans quelques minutes, on va continuer avec Service GPT. Et vous allez voir, quand vous avez le slide, que c'est quand même la continuation au niveau de Generative AI sur une chose qui ça nous tient bien à cœur à nous, parce que nous sommes en France, et que c'est la possibilité d'avoir les traductions sur des autres langues. La possibilité d'avoir pas au début, ça a commencé qu'en anglais, un peu c'est normal, et maintenant, ils ouvrent ça avec des autres langages. OK? Et là, il a 5 langues, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français et le japonais. C'est dommage, il n'y a pas le portugais encore, comme vous le savez bien. Le provençal, c'est pourquoi? Pardon? Le provençal. Ah, le provençal, oui, c'est une bonne question. Merci, Olivier. Mais ici, c'est davantage des agents de service de répondre sous la langue définie quand même. Et pour nous, au français, qui a beaucoup de clients,
ça va nous aider quand même beaucoup à utiliser ça. Okay? Et ça, c'est pour le work summaries, service replies et aussi les réponses par email. Vous avez des slides ou pas? Oui, 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 c'est bon. Allez, très bien. Alors, je continue et je vais finir avec quelque chose que me tient au corps parce que c'est un produit que j'ai acheté Salesforce cette année, moi, dans mon entreprise. Et si vous avez si vous voulez des conseils, tout ça, dans quelques mois, je suis prêt à vous donner parce qu'il faut quand même l'implémenter. Mais c'est le feedback management, la solution feedback management de Salesforce. Et avec des options, les features qu'ils sont en train de développer pour cette release. Les premiers, c'est encore une fois générer, c'est encore GenAI et génération de surveys, de templates. C'est intéressant parce que si souvent on n'a pas des idées, quand même, il y a quand même toute l'expertise que ça peut venir avec la génération automatique. Ça peut nous aider. Et c'est ça. C'est l'avantage de créer ça et avoir des use cases, par exemple, qui donnent comme exemple la customer service feedback, retail customer experience, insurance claim satisfaction. OK? Quand même, c'est intéressant d'avoir ça. Ça va faciliter le travail. Best Feedback Management, c'est censé être un outil très business-oriented et pas un admin. Le deuxième Parler, point. on n'a pas encore la slide. Ah non? Mince. Ah, OK. maintenant, elle vient juste d'arriver. Maintenant. Très bien, Ok. très bien. On Et comprend nous, ce que tu déjà, venais de dire. c'est ça. Vous avez compris. OK. Et entre-temps, je commence à parler pour la prochaine slide, mais lentement. Mais encore une fois, le slide va juste compléter ce que je parle. Je ne vais pas lire tout le slide. Après le slide, vous avez après. Le prochain slide, c'est les traductions au niveau de survey. Okay? Alors, arriver à avoir les traductions des surveys en différentes langues aussi. Okay? Ça va nous aider avec GenAI de faire la traduction et pas de faire un truc manuel. Okay? C'est ça. C'est ça les slides que vous allez voir dans quelques instants. Okay? C'est la surprise. En tout cas, c'est que ça. Il n'y a pas des autres informations. Et tu sais quoi? Il a un autre slide qui s'appelle Thank you. C'est le slide qui dit qu'on passe au caout. Il y a ça. OK? Mais le slide, il n'y a pas que ça. L'important, c'est l'information retenue Bah, du merci traduction Hugo. avec GenAI. Merci beaucoup, OK? Nice. Merci, Orsa. Merci. Bah, on arrive à la fin de notre présentation. Merci pour les personnes connectées. Les personnes présentes, on continue encore un petit peu. Soyez encore un petit peu patients. Ça durait quand même 1h20. Bah, merci à tous. À la prochaine. Et du coup, on se dit au revoir à toutes les villes. Merci Lille, merci Nantes et merci Nice. Merci. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, on espère que là, ça a marché un petit peu mieux pour le caout, parce que si on affiche les questions après et tout, ça va pas bien marcher. C'est le moment où il faut sortir son téléphone, se réveiller.